Madame Claudia Roux. Oui, merci, Monsieur le Ministre, bonjour. Alors moi, je vais poser quelques questions parce que je ne reprendrai pas la parole. Alors la première, on a auditionné, enfin, Madame la Présidente et Madame la rapporteure ont auditionné une association qui s'appelle Rouge Direct. Une association qui s'appelle Rouge Direct et qui lutte contre l'homophobie. Et c'est pour aborder le fait des procureurs. Donc, il y a eu des incidents très graves à Marseille-Lyon, des incidents de foot, enfin, vous êtes tous au courant. Et le président de l'association nous disait que le procureur avait gardé des faits d'agression, puisqu'il y avait eu des caillassages du bus, des faits de cris de racisme dans l'hémicycle, mais il y avait des chants que nous avons entendus dans l'audition. Comment ? Ah non. Je devrais sortir un peu plus de cet hémicycle. Dans le stade, et notamment des chants homophobes, donc je vais pas les rapporter, mais on a très bien entendu, c'était tout un chœur qui chantait des cris homophobes, et le procureur n'a pas retenu ces cris homophobes. Donc là, on est tous un peu interrogatifs. Dans une autre situation où le président de l'association, non, le juriste de l'association fait un signalement auprès du procureur pour des relations sexuelles entre un juge arbitre lors d'un stage auprès d'une jeune fille de 16 ans, il y a plus de 5 ans de différence d'âge. Le procureur annonce qu'il va classer sans suite parce qu'il n'y a pas de plainte de la famille. Il ne s'approprie pas de ce dossier-là. Alors, Madame la Présidente et Madame la rapporteure ont le dossier. Et puis, de ce constat qu'on a eu quasiment à chaque audition, c'est le classement sans suite, le non-lieu, le classement sans suite, le non-lieu, et qui finalement décourage les fédérations, voire les clubs, d'aller plus loin, parce que lorsqu'il y a du disciplinaire, eh bien, quelquefois, il faut rétablir les salaires. Enfin, il y a du prud'homal derrière, et finalement, l'association ou la fédération se trouve pénalisée, pensant bien faire. Donc, il y a un sujet quand même sur ces classements sans suite. Et pour finir, juste le dernier, puisque c'est une personne qu'on a auditionnée et que j'ai rencontrée ensuite, eh bien, son affaire a été classée sans suite, mais elle n'a jamais été informée, donc elle était toujours dans l'attente. Donc on a un sujet quand même au niveau de la justice, et est-ce qu'on peut quand même améliorer ces situations-là ? Madame la députée, d'abord, je crois savoir que parmi les exemples que vous nous donnez, il y a encore des affaires qui sont en cours. Mais l'histoire de Marseille, je ne sais pas si elle est terminée. Hein, bon. Donc, ce qui, de facto, m'interdit d'en dire davantage. Mais en tout état de cause, mais n'inquiétez pas, je ne vais pas me retrancher derrière ça pour vous répondre. Mais en tout état de cause, et même si cette affaire avait connu son épilogue, la justice de ce pays, elle est indépendante. Qu'est-ce que ça signifie, l'indépendance, au fond ? Ça signifie naturellement que ce n'est pas l'exécutif qui décroche son téléphone pour dire au procureur faites ci, faites ça. Bon. Ce qui nous ferait basculer dans quelque chose qui n'aurait plus grand-chose à voir avec l'état de droit et la démocratie. Il y a des pays où ça se pratique. Chez nous, fort heureusement, c'est pas comme ça que ça se pratique. Parfois, l'indépendance, elle a pour corollaire des décisions qui nous semblent, comment puis-je le dire, saugrenues. Et c'est un mot doucement euphémique. Bien. Mais précisons plusieurs choses. D'abord que nous n'avons pas tous les éléments d'un dossier. Et que, naturellement, l'indépendance a pour corollaire, parfois, ces décisions qu'on a du mal à comprendre. Bon, sans avoir tous les éléments, je le redis, hein, parce que le commentaire d'une décision de justice à la hâte n'est pas toujours le commentaire le plus objectif qui soit. Pourquoi des classements sans suite ? Ce que l'on doit espérer, ce que l'on espère, ce qui est la très grande majorité des situations, c'est que la seule boussole du procureur, c'est les faits et le droit. Bon. Et que un classement sans suite, ça n'est pas une décision qui est prise au doigt mouillé. Alors, qu'il y ait dans l'histoire de notre justice des classements sans suite
injustifié, voire injusticiable, pris en toute indépendance. Ça s'appelle la liberté juridictionnelle, peut-être, sans doute même. Pour autant, moi, ces affaires que vous évoquez, je ne les connais pas, je ne peux pas les commenter. Et que puis-je ajouter à cela? C'est que, en revanche, un classement sans suite, ça se notifie. Car plutôt que de rentrer dans une critique acerbe d'une décision qui serait rendue et que notre bon sens nous interdirait de comprendre, ce que l'on dit quand on parle d'indépendance de la justice, c'est qu'il y a des voies de recours. Et en particulier, un classement sans suite peut faire l'objet d'un réexamen. C'est un classement sans suite procureur de la République par le procureur général. En revanche, si vous me dites qu'on n'a pas notifié un classement sans suite, là, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Parce que pour critiquer une décision, encore faut-il qu'elle ait été portée à la connaissance du justiciable. S'il n'en a pas connaissance, il a du mal à la contester. Et il ne peut que la contester par les voies de droit classiques. Donc, voilà ce que je peux répondre. Sur ces questions d'homophobie exprimée, etc., on a pris un certain nombre de dispositions de longue date déjà, enfin de longue date, il y a de cela déjà plusieurs années. Fait une réunion, je me souviens, à Beauvau avec Gérald Darmanin, avec Madame Mara Sineanou, avec différents présidents de grands clubs, et nous avions décidé d'un certain nombre de mesures, notamment les interdictions de stade d'une durée minimale de 5 ans. Maximale, pardonnez-moi. Moi, je le dis, j'en ai ras-le-bol d'entendre ces comportements, ces vociférations, ces cris homophobes. Ça n'a rien à voir dans le sport. J'ai vu récemment, ça m'a beaucoup touché, le témoignage de Basile Boli, qui nous a permis d'être champion d'Europe quand même, hein. Et il expliquait comment il vivait les cris de singe, c'est de ça dont on parle, qui lui étaient adressés. Le racisme, l'homophobie, ça n'a rien à voir dans un stade. Et moi, je suis tout à fait prêt, je le dis, je l'ai évoqué ce matin avec mes équipes, là, à ce que les types qui se comportent comme ça soient définitivement interdits de stade. Voilà, parce qu'il y a des gens qui comprennent rien à rien. D'ailleurs, je ne sais pas si ces gens-là aiment le sport. C'est pas possible d'aimer le sport et puis d'avoir ces attitudes de discrimination. Le sport, c'est le contraire de ça. Le sport, c'est ce qui unit les gens, c'est ce qui... Voilà, donc je suis prêt à ce qu'on regarde ça. Moi, je n'ai pas a priori comment dirais-je, de ligne infranchissable sur la façon dont on règle ces questions. Vous savez ce que je vais faire d'ailleurs? Je vais très prochainement envoyer des gens de chez nous, du ministère en Angleterre, parce qu'ils ont connu un hooliganisme d'une incroyable... oui, c'était une terreur. Voilà. Ils ont réussi à régler cela avec des mesures drastiques. Ben, s'il faut aller copier les mesures drastiques, on va y aller. C'est infernal tout ça. J'avais d'ailleurs souhaité, je vous l'indique, je souhaite qu'on le mette en place, que l'on rappelle sur les billets, vous voyez, la billetterie, les termes du code pénal en la matière. Vous voyez, que vous jetiez une fusée, un projectile sur le stade, que vous balanciez des cris de singe à un joueur de couleur, que je ne sais pas quoi, que vous criez ce qu'on entend dans certains stades, ça va. Stop, stop et stop. Donc, informer davantage ceux qui ne le seraient pas déjà. Bon. Puis franchement, il y a aussi tous ces gamins-là qui viennent au stade avec leur père, avec leur famille, là, voilà, et qui entendent des trucs pareils. Enfin, c'est l'antisport par excellence. Donc, moi, je le dis, je n'ai aucune ligne rouge infranchissable là-dessus. Et s'il faut être plus sévère, on proposera un certain nombre de choses de ce point de vue. Voilà. Oui, peut-être sur ce sujet justement de la lutte contre l'homophobie et du racisme dans les stades.
Nous, on avait une question sur la question de l'interdiction des stades pour les personnes qui ont été identifiées comme pouvant être problématiques. Je pense à la question du match OM-OL notamment, où les supporters étaient interdits de stade. Enfin, d'ailleurs, ils étaient identifiés, en tout cas pour certains d'entre eux, comme étant interdits de stade à Lyon, mais ils ont pu aller à Marseille. Donc là, c'est comment est-ce qu'on agit à ce niveau-là pour que l'interdiction soit globale et non pas juste une interdiction de billetterie à l'échelle d'un club. Et la deuxième question, c'est au moment où on a auditionné ici, je pense à l'association des supporters sur le foot, il y a eu beaucoup de débats, et notamment pendant longtemps, je pense que pour certains ça existe encore, le fait de considérer que les chants homophobes font partie du folklore dans le foot et donc dans les stades. Et d'ailleurs, l'association nous a dit, oui, mais vous comprenez, pour qu'un acte soit condamnable en tant qu'acte homophobe, il faut qu'il y ait l'intentionnalité dans les propos qui sont tenus. Donc, à partir du moment où on est dans le cadre du stade, dans le cadre d'un chant, etc., c'était un peu ça le débat qu'on avait eu. Et donc, comment est-ce qu'on peut renforcer peut-être de ce point de vue-là et renforcer le dispositif qui existe pour dire que non, en fait, un, ce n'est pas du folklore, et que deux, c'est pas une question d'intentionnalité, mais à partir du moment où on tient des propos homophobes, ils sont homophobes. Ben, je suis d'accord à 100% avec ce que vous venez de dire. Enfin, le folklore, alors ça justifie tout, le folklore. Non. Il y a des mots qui sont clairement porteurs de leur sens, non? Bah oui. Voilà, ben stop. Et si c'est une question de folklore, il faut changer de folklore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais le président, il dit ce qu'il veut, mais le garde des Sceaux, il pense que quand on crie un certain nombre de choses, on ne va pas les répéter ici, on voit de quoi il s'agit. Hein. C'est un volume lexical assez restreint, d'ailleurs. Hein. On a vite à l'idée, et puis on entend les choses. Bon. Non, c'est pas du folklore. Écoutez, alors je vais vous injurier, mais c'est un folklore, moi, tout va bien. Enfin, ça n'a aucun sens, tout ça. Il faut être sérieux, quand même. Et puis, écoutez-moi bien, le folklore, c'est fait aussi pour réunir les gens. Quand vous regardez, vous allez à Perpignan, vous voyez des gens danser la sardane, c'est du folklore. Ça réjouit les gens. Mais là, ça blesse les gens. Ça blesse les gamins. Ça blesse les gens qui est homosexuel, qui est un homme de couleur, une femme de couleur. Enfin, il faut arrêter avec ces trucs-là. C'est du folklore. Pourquoi pas une ponctuation, alors, d'ailleurs, pour certains de ces mots. Je veux vous dire, Madame la députée, pardon, je suis allé un peu vite, on va parfois un peu vite. S'agissant des violences sexuelles, notamment, j'ai pris une circulaire en 2021, en février très précisément, pour demander au procureur d'informer systématiquement les victimes d'un classement. Donc si là, vous avez un cas particulier où il n'y a pas eu d'information, je le dis, c'est un dysfonctionnement. De la même façon, d'ailleurs, j'avais demandé, mais je l'ai rappelé tout à l'heure dans le discours, mais je le redis, à ce que quand les faits apparaissent prescrits, un professionnel de la justice voit assez vite les choses, c'est prescrit. Demandez quand même qu'il y ait une enquête. Pourquoi? Parce que derrière des faits prescrits peuvent se cacher des faits qui ne le sont pas. Et c'est d'ailleurs tous les mécanismes qu'on a mis en place ensuite de prescription allongée permettant d'aller appréhender un certain nombre de faits, fussent-ils prescrits, quand il y a un auteur unique, parce que vous aviez 5 victimes qui avaient subi la même chose, qui se retrouvaient dans le même procès, 4 d'entre elles n'étaient que témoins, et la dernière était considérée, au sens judiciaire du terme, comme une victime. On a travaillé sur ces questions pour que tout le monde, évidemment, puisse être appréhendé en qualité de victime. Monsieur Stéphane Buchou. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais, alors, même si vous avez explicité un certain nombre d'éléments, je reviens sur les questions du début de l'audition, sanctions judiciaires, sanctions administratives, parce que, comme ça a été rappelé par les précédents orateurs, effectivement, c'est un peu le nœud gordien de nos auditions. C'est-à-dire que on a beaucoup entendu, alors là, on évoque, on tourne autour, mais au fond,
on ne parvient pas, on est vraiment sur une ligne de crête et on ne parvient pas malheureusement à trouver le bon outil, bien que nous ayons un arsenal juridique assez développé en la matière. Et c'est vrai que cette question de la présomption d'innocence, qui n'est absolument pas remise en cause, bien évidemment, elle est une forme de voile derrière lequel se cache, pardon de le dire comme ça, mais beaucoup de responsables que nous avons auditionnés, avec évidemment, là aussi, une forme d'épée de Damoclès qui repose sur leur tête pour certains, avec un risque de recours. Non pas que je veuille que vous soyez répétitif dans les propos que vous avez pu déjà tenir, mais éventuellement, Monsieur le Ministre. Mais voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a une forme de frustration, je pense, collective et particulièrement individuelle, à se dire que, au final, il y a pas, on va pas y arriver, quoi. Enfin, on va pas y arriver. Je suis d'un naturel plutôt optimiste, mais quand même de se dire ces mesures conservatoires, pour reprendre l'expression de Madame la rapporteure, pour des mince, je trouve pas mon mot, mais c'est pas grave, pour des soupçons graves et concordants, des indices, pardon, merci Monsieur le député Mazard, pour des indices graves et concordants. Comment est-ce qu'on peut articuler ministère, fédération, ministère de la Justice, ministère des Sports, direction des sports, fédération sportive, pour que au moins cette information elle soit donnée, parce qu'il y a à la fois, je pense, de la part des responsables, des présidents de fédération, peut-être une peur et aussi beaucoup de méconnaissance. Et pardon, là aussi, j'entends votre volonté de fermeté. Je passe sur l'autre sujet des comportements discriminatoires dans les enceintes sportives. J'entends parfaitement votre fermeté. Nous avons eu l'occasion, par exemple, hier soir, d'entendre le président de la Ligue professionnelle de football, ce matin, l'ancien président de la Fédération française de rugby, qui sont sur la même ligne. Et là aussi, tout le monde veut prendre le même chemin. Mais on n'y est pas encore. Donc voilà, 3 petits points de suspension. Merci de nous donner, avec la baguette magique que vous n'avez pas, quelques éléments de réponse. Merci beaucoup. Monsieur le député Buchou, outre les qualités que je vous connais et que nous vous reconnaissons tous, vous avez ajouté une forme de prescience ou de médiumnité, là, parce que vous avez bien compris que j'allais répéter ce que j'avais déjà dit. Mais je veux le faire. Si, je veux le faire. Je pense que... Puis alors je note que pour un optimiste, vous dites qu'on n'y arrivera pas. Heureusement que vous n'êtes pas pessimiste. Mais comment on peut mieux articuler tout ça? Bon. L'exemple qui a été donné tout à l'heure par Stéphane Mazard, il est éclairant de la nécessité de laisser au parquet le soin de communiquer ou de ne pas communiquer en opportunité, avec les risques que ça peut comporter, que l'une des procédures vienne polluer l'autre. On a dit tout ça. Bon. Mais il faut que ça communique plus chaque fois que possible. Voilà comment on peut dire les choses, me semble-t-il. La solution, elle est dans les moyens. Moi, vous savez, j'ai dit, mon ambition, c'est de réduire les délais, tous les délais de justice, de les diviser par 2. Pourquoi on peut espérer ça? Parce que on a mis en place de nouvelles procédures. On est dans le ressort réglementaire, mais vous savez évidemment de quoi je parle. Et puis, on a donné davantage de moyens. Donc, pardon, mais nos compatriotes vont aussi être exigeants avec cet argent public octroyé à la justice de façon historique. Ils vont aussi demander à ce qu'il y ait un effort de tout le monde. Et c'est d'ailleurs ce que j'entends de plus en plus dans la bouche de nos magistrats. Bien sûr, bien sûr. Donc avec ces moyens, on doit aller plus vite. Si on va plus vite, on passe du présententiel au post-sententiel plus rapidement.
Et naturellement, on communique plus vite et on prend un certain nombre de mesures disciplinaires pour éviter des réitérations. Et puis on informe les fédés et les clubs, pardonnez-moi, de condamnations intervenues plus rapidement, elles aussi, et de figesses remplies plus rapidement, bien sûr, parce qu'on veut accélérer tout cela. Je veux rappeler là sur cette histoire de folklore, parce que je ne suis pas revenu de ça, moi. Hier au Sénat, La République, et vous serez saisi de ce texte, a reconnu ces errements en matière d'homosexualité, de condamnation des homosexuels dans une période qui part de l'après-guerre à 82. Ces milliers de gens qui ont été condamnés, dont l'honneur a été, pardon pour cette expression, que tout le monde connaît et qui n'est pas de moi bien sûr, dont l'honneur a été livré aux chiens, les familles bousculées. Bon. Et au fond, l'idée était de dire tous ensemble, de façon transpartisane, que la République est grande aussi quand elle reconnaît ses erreurs, voire ses fautes. Donc c'est pas au moment où on fait ça qu'on va se contenter d'une explication de confort, de folklore. Il faut que ça s'arrête, voilà. Et on prendra les mesures, me semble-t-il, qui s'imposent. D'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a des sports collectifs, on n'entend jamais ces choses. Bon. Il y a des sports collectifs qui se distinguent d'autres par ces manifestations qui sont insupportables. Et alors, par exemple, pousser des cris de singe là, dans une tribune, machin, c'est du folklore, ça aussi. Ah bon? Ah non, 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 c'est discriminatoire, c'est insultant, c'est raciste. Faut appeler les choses par leur nom. Hein. Voilà. Vessie, c'est vessie, lanterne, c'est lanterne. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Alors, dans le cadre de nos travaux, on a pu constater dans les différentes auditions un défaut de signalement important de la part des acteurs du monde sportif. Donc déjà, comment on peut y remédier? Parce que tout cela contribue au sentiment d'impunité qui a régné pendant très longtemps. On a ici eu l'occasion d'auditionner plusieurs victimes qui nous ont dit qu'elles avaient signalé les faits, parfois très longtemps avant, 4 ans, 5 ans avant, et pourtant il n'y a rien qui s'est passé au sein de leur club. On a aussi parfois eu des dirigeants ici de fédérations qui nous ont dit oui, on avait entendu que il y avait des bruits qui circulaient, mais ils n'ont jamais ouvert ni d'enquête interne à leur club, ni cherché à comprendre ce qui se passait réellement, jusqu'à ce que les affaires finalement atterrissent dans la presse et que là, ça soit des dépôts de plainte qui étaient faits. Et donc, on est très interrogatif, sur la méconnaissance de l'article 40 par les présidents de fédération et le fait qu'ils, déjà pour certains d'entre eux, n'avaient même pas connaissance qu'ils pouvaient l'utiliser. Et la question qu'on s'est beaucoup posée, c'est quelles mesures peuvent être prises à l'encontre d'un cadre en l'absence d'un signalement. D'ailleurs, ça peut être un cadre ou autre, et par le fait que... Alors, je sais, vous allez me dire que ça existe, mais ce n'est pas mis en application. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui n'ont pas signalé, dont on sait qu'elles n'ont pas signalé, qu'elles étaient informées, et pour lesquelles il ne s'est rien passé. Et pareil pour les autres personnes, parce qu'on parle des cadres, mais finalement, toute personne qui est témoin d'une agression sexuelle ou qui est informée de faits et qui ne les signale pas, devrait avoir des comptes à rendre, puisque moi j'ai souvent eu l'occasion de dire, quand on ne signale pas, c'est qu'on est complice par son silence. Et donc, dans ce cadre-là, que pouvons-nous faire pour avancer là-dessus ? Communiquer. Puis ensuite, je vais répondre complètement à la question intéressante que vous me posez. En 2022, pardon, je le lis, hein, pardonnez-moi pour cette lecture. 91 personnes en 2022 ont été condamnées pour une infraction principale de non-dénonciation de crime ou pour non-dénonciation de mauvais traitement, privation, agression ou atteinte sexuelle infligée à un mineur.
83 ont été condamnés à une peine d'emprisonnement. Et dans 14 cas, cette peine était ferme ou en partie ferme, le quantum moyen des peines prononcées s'élevant à 17 mois. Donc, certaine sévérité. Alors, on a le fameux article 40, mais il ne s'applique pas pour... tout le monde ne peut pas, comment dirais-je, s'approprier cet article. Mais il y a ensuite l'article 434-3 du Code pénal qui oblige quiconque ayant eu connaissance de crimes, délits concernant des agressions sexuelles ou atteintes sexuelles infligées à des mineurs, obligation de dénoncer. Et celui qui n'informe pas les autorités judiciaires ou administratives ou continue à ne pas les informer, la peine qui est encourue, je le rappelle, est une peine importante, c'est 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Bon, comment je peux faire pour que ça fonctionne mieux? Rappeler les textes. Évidemment, ce que nous faisons, et c'est aussi le rôle d'ailleurs du magistrat référent sport. Moi, je ne peux pas aller au-delà, mais tout ça, vous voyez, je parlais tout à l'heure d'optimisme ou de pessimisme, je pense qu'il y a une véritable prise en compte sociétale de ces phénomènes, de ces crimes, de l'impérieuse nécessité de les appréhender, de les réprimer. On aura de plus en plus de paroles qui se libèrent. C'est vrai dans ce domaine des mineurs, mais c'est vrai également dans cette question cruciale pour nous, les violences intrafamiliales. Vous avez quand même des gens qui savent que dans certains couples, la femme est régulièrement battue, qu'elle fait l'objet de violences, etc. Qu'elle est... Bon, ok. Et les paroles, aujourd'hui, se libèrent parce que je pense que c'est toute la société qui prend conscience que ces crimes, il faut les éradiquer de façon définitive, qu'ils sont indignes d'un grand pays comme le nôtre. Donc, nous avons l'arsenal juridique, là, complet, à la fois l'article 40, qui est un vieux texte, et le 434-3, qui fait obligation de dénoncer. Et encore une fois, une relation que je souhaite fluide entre les parquets, entre le monde de la justice et le monde du sport, pour le dire comme ça, avec des magistrats référents qui ont aussi pour mission d'informer les différents dirigeants sportifs de l'existence de ces textes et des obligations qui sont celles de toute personne ayant connaissance d'infractions de cette nature. Notre collègue, Monsieur François Piquemal. Oui, Monsieur le Ministre, tout d'abord, merci pour vos précisions, notamment lors de sur une des premières questions, sur la difficulté, évidemment, qu'il y a entre la dualité entre disciplinaire et judiciaire. Je reviens sur un élément que vous avez mentionné, puisqu'on a parlé du football et du phénomène du hooliganisme. Bon, il est vrai qu'il y a des groupes de supporters qui sont coutumiers du fait d'insultes racistes et homophobes. Mais il est vrai aussi qu'il y a des groupes de supporters qui luttent contre de telles insultes et que ça peut concerner aussi des individus isolés, que ça ne concerne malheureusement pas que le football. Il y a beaucoup d'autres sports comme le rugby et autres qui sont touchés. Moi, j'aurais tout de même une question, c'est que il y a le travail de fond qui est à faire dans toutes les fédérations. Il y a les sanctions qui doivent tomber, puisque ce sont des délits. Et il y a aussi la symbolique que représente le sport aujourd'hui dans notre société, les sportives et les sportifs. Et à ce titre, moi, j'aurais une interrogation. Est-ce que vous vous sentez à l'aise quand, par exemple, M. Darmanin va prendre un joueur de foot, pour le citer, Karim Benzema, et dire qu'il est affilié aux frères musulmans et ainsi attiser aussi
quelque chose qui n'est pas sain, à mon avis, d'instrumentaliser, là en l'occurrence un joueur de foot, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples. Tel joueur ne chante pas la Marseillaise, etc. Et ça remonte à Michel Platini. Et j'aurais aimé votre avis sur le sujet. Est-ce qu'il n'y a pas une précaution des politiques, et je me mets dedans, puisque j'en fais partie, à ne pas instrumentaliser cette question-là? Je vous remercie. Non, je veux simplement vous répondre qu'on est un peu hors sujet. Pardonnez-moi. Moi, je ne viens pas ici faire un exercice de sémantique. Oui, je pense que on est hors sujet, mais qu'il n'y a sans doute pas de hasard à cela. Donc, nous allons devoir juste suspendre quelques minutes le temps que Madame la rapporteure revienne. Elle fait juste un aller-retour. Je suis désolée, Monsieur le Ministre, mais ensuite, oui, ça sera un peu trop long. Enfin, j'imagine. Nous reprenons donc. Tu veux que j'enchaîne sur ça, c'est ça? Oui. Ok. Alors, peut-être je vais reprendre sur d'autres propositions qui ont été faites dans le cadre des travaux de cette commission. La première est l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur mineurs. Donc, on a aussi eu l'occasion d'entendre Jean-Marc Sauvé qui nous a indiqué que cela n'était pas souhaitable en raison de la difficulté d'établir la matérialité des faits des dizaines d'années après. Et donc, pareil, on voudrait peut-être vous entendre autour de ce débat sur l'imprescriptibilité. La deuxième est la reconnaissance de l'amnésie traumatique qui a également été portée à notre connaissance dans le cadre de cette commission d'enquête. Donc voilà, peut-être sur ces deux propositions, Monsieur le Ministre. Sur l'amnésie traumatique, je voudrais vous répondre, je ne suis pas scientifique et qu'il y a un certain nombre de travaux dont j'ai pris connaissance évidemment, qui sont discutés dans la communauté scientifique. Bon, il m'est difficile évidemment de vous donner sur cette question un avis tranché. Sur la question de la prescription, c'est un sujet que je connais bien d'abord parce que j'ai été évidemment avocat longtemps. Et lorsque Annick Billon, la sénatrice, a présenté la proposition de loi qui a été votée très très largement, j'ai beaucoup consulté et j'ai reçu beaucoup d'associations, des victimes. Et je voudrais vous dire que la question est infiniment complexe. Et voilà les éléments de complexité les plus saillants, si j'ose dire. La première difficulté est celle qu'évoque le président Sauvé,
qui est celle de la preuve. Que reste-t-il d'une preuve 40 ans après? Et quel procès peut-on envisager entre une victime qui serait alors une vieille dame ou un vieux monsieur, très vieille dame, très vieux monsieur, et un accusé qui, le temps passe de façon équivalente pour tout le monde, serait un très vieux monsieur ou une très vieille dame. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que l'on fait de ça? Est-ce que les espérances, à un moment, que suscite pour une victime, pour une plaignante, le dépôt d'une plainte, ne risque pas d'être déçue par une décision qui ne pourrait pas être une décision de culpabilité, par exemple, s'il ne reste rien? Ça, c'est une vraie difficulté. Au fond, le procès, il n'est pas fait pour faire du mal à une victime. Voilà le premier écueil, si j'ose dire. Il faut être très, très nuancé sur ces questions. Le deuxième, il est de cet ordre. Parmi tous ceux que j'ai rencontrés, certains m'ont dit que des victimes souhaitaient exprimer les choses, mais après que la prescription eût été acquise, parce qu'elles souhaitaient dire les choses, mais ne voulaient pas d'un procès. Ça s'entend et ça se respecte. Alors, quel est le pourcentage de victimes qui sont dans cet état d'esprit? À vrai dire, je n'en sais strictement rien, mais ça doit être entendu. Et je veux ajouter enfin, mais ça, vous le savez déjà, puisque vous êtes parlementaire, que les prescriptions ont d'ores et déjà été allongées au travers d'un certain nombre de textes. Voilà ce que, Madame la rapporteure, je peux vous répondre. Alors, plusieurs fédérations sportives se constituent partie civile lors des procédures pénales initiées par des victimes de violences. Certaines fédérations ont inscrit cette possibilité dans leur statut, mais toutes ne le font pas systématiquement. Face à l'ampleur du phénomène des violences dans le sport et du grand nombre de victimes, comment pourrait-on améliorer l'accompagnement des victimes par ces fédérations sportives? Je précise aussi que certaines fédérations ont tenté de se porter partie civile, ça a été refusé. Donc elles ont dû insister pour obtenir le droit d'être partie civile. Donc voilà, là-dessus aussi, comment est-ce qu'on peut avancer et faciliter les choses pour que les fédérations accompagnent les victimes quand elles décident de porter plainte? Pardon, c'est moi qui suis auditionné et je ne l'oublie pas, mais j'aimerais savoir où on a considéré que l'intervention d'une fédération était irrecevable, que l'on puisse regarder ça, puisque les conditions de recevabilité de l'action civile sont définies, sont connues dans le Code de procédure pénale. Est-ce que, sans inverser les choses, vous pourriez me communiquer des éléments là-dessus que je puisse faire regarder de façon très précise à quelle fédération on a dit non, pour quelles raisons? Voilà. Je crois que de mémoire, c'est l'article 2 du Code de procédure qui définit la façon d'intervenir et la constitution de partie civile d'une association. J'aimerais en savoir davantage. Mais le sujet mérite évidemment qu'on le creuse et qu'on règle la question. Ah, pardon. On vous communiquera, hein, je ne veux pas dire de bêtises parce que j'ai en tête la fédération, mais on vous communiquera l'affaire, enfin le dossier et le nom de la fédération en question qui effectivement a dû faire la demande une deuxième fois. En fait, ils ont dû faire appel pour obtenir le droit, oui, au bout de la deuxième fois. Est-ce que c'est une question textuelle ou est-ce que la procédure a été mal introduite? Je n'en sais rien. Non, si vous pouviez me le dire, si c'est une question textuelle, pas trop comment on pourrait refuser à une fédération d'intervenir, parce qu'on incite au contraire les fédérations à intervenir, à se constituer partie civile. Donc, si vous le voulez bien, l'impératif m'est interdit, mais dites-moi, je suis curieux de cela. Au cours de son audition, M. Jean-Marc Sauvé a déclaré qu'au-delà de la reconnaissance se pose la question de la réparation. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAS, donc, a effectué un travail remarquable qui a notamment conduit à la création d'une grille d'évaluation transversale pour l'ensemble des victimes, tenant compte des conséquences dommageables des actes commis,
À votre sens, ce travail pourrait-il être transposé au champ du sport, longtemps marqué par une rude omerta? Je le dis d'autant plus que les victimes qu'on a entendues dans le cadre de cette commission, alors déjà pour la plupart d'entre elles, ont mis énormément de temps, et c'est pour ça qu'on a évoqué la question de l'amnésie traumatique, à pouvoir témoigner de ce qu'elles avaient vécu quand elles étaient plus jeunes et notamment très jeunes pour certaines d'entre elles. Mais elles ont aussi, pour certaines d'entre elles, fait part du fait qu'elles n'avaient pas eu le sentiment d'avoir eu ce statut de victime, en fait, cette reconnaissance de victime. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut avancer aussi là-dessus? Je ne sais pas si la grille qui a été proposée par le président Sauvé est transposable au monde sportif. Parce que qu'est-ce qu'a proposé, qu'est-ce qui a été mis en place à la suite du rapport Sauvé? C'est de confier un mécanisme d'indemnisation des victimes d'abord à un organe indépendant, établissement d'un mode de calcul spécifique. La difficulté, là, c'est que les auteurs d'infractions sexuelles dans le milieu sportif n'agissent pas pour le compte d'une personne juridique unique. Donc c'est une des différences majeures. Et la question de l'indemnisation, disons-le, des préjudices subis par les enfants victimes va bien au-delà du seul domaine du sport. Et mon ministère participe actuellement à un groupe de travail sur l'indemnisation des victimes d'infractions sexuelles. Donc voilà ce que, à ce stade, je peux vous dire sur cette question. Les conclusions de ce travail, Madame la rapporteure, conclusions de ce travail, pardonnez-moi, seront rendues en 2024. Peut-être sur le fichier, justement, le fichier FIGES, on a des représentants d'associations luttant contre les violences sur mineurs qui ont réclamé la possibilité de consulter ce fichier ou, à défaut, d'instituer un référent FIGES par département qu'elles pourraient consulter afin de faciliter leur travail de prévention. Que pensez-vous d'une telle proposition ? La consultation des fichiers, c'est quelque chose, vous l'imaginez, qui n'est pas simple à régler. Hein. Non. Pour des tas de raisons qui tiennent d'ailleurs aux règles qui sont les nôtres en matière de liberté individuelle, évidemment. Hein. Bon, les données qui sont enregistrées, par essence et par définition, sont des données qui sont des données sensibles. Et certaines personnes sont inscrites au fichier alors qu'elles ne sont pas encore définitivement condamnées et qu'elles sont simplement mises en examen. Et là, bien sûr, nous ne pouvons que réfléchir en termes, bien sûr, de présomption d'innocence. Bon. Les collectivités locales n'ont pas un accès direct au FIGES. Moi, il ne me paraît pas opportun, sous réserve d'une réflexion, mais on a déjà eu ces réflexions à plusieurs reprises au Parlement, de modifier les équilibres qui sont ceux que nous avons, mais la désignation au sein des préfectures d'un référent FIGES est une piste qui mérite d'être explorée. Pour être plus court, ça mérite réflexion. Et elle aura lieu, évidemment. Il faut juste éteindre le micro. Monsieur Philippe Astruc, donc procureur de la République de Rennes, a préconisé la réintroduction du consentement dans le code pénal en proposant de préciser que tout acte de nature sexuelle suppose un consentement donné librement. Qu'en pensez-vous ? C'est un sujet européen aussi, vous le savez. Bon. Les réflexions se poursuivent sur ces questions. Le droit français réprime à l'évidence le viol. La répression de ce crime a fait l'objet d'un certain nombre
de renforcement tout à fait légitime et opportun. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Une question, Monsieur Stéphane Mazard? Le micro. Le garde des Sceaux. Désolé de revenir un petit peu en arrière et de revenir sur ce folklore qui n'en est pas un. Et quand on a l'habitude d'aller dans un stade, monsieur le garde des Sceaux, on est quand même témoin régulièrement de délits commis devant nous, en flagrance, et qui, pour le coup, il faut le dire, quand même, ne sont pas poursuivis. Et malgré la volonté affichée de tous les acteurs du sport, ça a été dit tout à l'heure par mon collègue Stéphane Buchou, quand on auditionne M. Labrune, quand on auditionne ce matin M. Laporte, tout le monde nous dit, mais nous, tolérance zéro, quoi. Il faut y aller, il faut les poursuivre. Alors, quelle est la difficulté? Est-ce qu'il est difficile d'aller appréhender la responsabilité individuelle du fauteur de troubles, bien que quand même, objectivement, aujourd'hui, avec les moyens de surveillance qu'on a dans les stades, on peut assez facilement aller identifier le type qui a chanté ou crié ou fait un cri de singe. Et franchement, on peut le poursuivre, je pense, assez facilement. Est-ce qu'il faut peut-être avoir une autre stratégie de responsabiliser ceux qui sont en charge d'organiser un spectacle sportif, avec une responsabilité pénale de la personne morale organisatrice, le club. Voilà. Mais aujourd'hui, on a une volonté des acteurs du sport, on a une volonté politique indéniable. Et on a tous les week-ends des délits qui sont commis devant les yeux de nos enfants et devant nous-mêmes. Et on a quand même un vrai sujet. On a des enceintes sportives dans lesquelles, monsieur le garde des Sceaux, on a souvent les représentants du parquet, puisqu'ils viennent assurer effectivement la sécurisation et voir comment le dispositif de sécurité est mis en place. Donc on a, il faut le dire, sous les yeux du procureur de la République lui-même, des délits qui sont commis en flagrance et qui ne sont pas poursuivis. Alors c'est peut-être la culture du folklore, mais si c'est le cas, il faut en sortir et vite. C'est des problèmes de se ménager la preuve, d'engorger les tribunaux avec des poursuites individuelles. Est-ce qu'on n'est pas sur des délits qui pourraient faire l'objet d'une amende forfaitaire? J'en sais rien. Mais en tout cas, il faut trouver les moyens aujourd'hui d'aller cogner là où ça le mérite. Merci. D'abord, monsieur le député Stéphane Mazard, de rappeler que les référents sport, vous savez de quoi vous parlez, je pense que vous les avez vus, sont présents derrière, j'allais dire, les écrans, au poste de commandement pour vérifier ce qui se passe dans le stade. Bon, quand même, ça, c'est une amélioration considérable. Bon. Ensuite, vous me dites responsabilisation des présidents de clubs, etc., etc. Bon. Mais il y a ceux qui disent sans aucune ambiguïté ces comportements, on ne veut plus les voir, il faut prendre les mesures. Puis il y a ceux qui vous disent c'est du folklore. Donc il y en a qui sont faciles à responsabiliser, ils le sont déjà, et d'autres qui n'ont pas entendu un certain nombre de choses que tout un chacun mériterait d'entendre. Voilà comment je peux m'exprimer sur cette question. Je veux revenir une toute petite seconde en arrière, si vous me permettez ce petit flashback, sur la répression des viols dans notre pays. Je veux quand même dire, vous donner un certain nombre de chiffres. D'abord, la législation française est une des plus répressives d'Europe, si ce n'est la plus répressive d'Europe. Les crimes de viol, c'est 15 ans de prison jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, au gré naturellement des circonstances aggravantes qui peuvent être retenues. Je vais vous donner les chiffres des condamnations, etc. Le nombre d'affaires de viol ou d'agressions sexuelles signalées au parquet a doublé entre 2017 et 2021. Bon, c'est qu'ensuite il faut remonter tous les chiffres, etc. Donc c'est pas au jour J, mais en tous les cas, ça n'est pas ça n'est pas ce que je vais vous dire. Des chiffres qui sont à la baisse, au contraire. 2017, signalement au parquet, 20 000 affaires.
On est à près de 40 000 en 2021. Nombre de condamnations pour viol a augmenté de 40% sur la même période, 2017-2021. Et 98% des peines prononcées sont des peines de 11 ans de prison en moyenne. En moyenne. Si on compare l'évolution des peines prononcées, je peux vous dire qu'on est sur de l'aggravation. Ce qui me permet de répondre, j'ai déjà fait des centaines de fois, mais il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre que les peines sont de plus en plus lourdes. Il s'agisse d'ailleurs des peines correctionnelles, mais aussi bien sûr des peines criminelles qui, rappelons-le, sont pour certaines d'entre elles prononcées par le jury populaire. Nous n'avons plus de questions. Nous vous remercions, Monsieur le Ministre.